Bonjour à tous. Il est énarque, il a commencé sa carrière à la direction de la concurrence et de la consommation. En France, il a dirigé pendant 6 ans l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Et depuis 2010, il préside l'OEB, l'Office européen des brevets, qui, comme son nom l'indique, délivre les brevets déposés au niveau de l'Europe. Bonjour Benoît Battistelli. Bonjour. Depuis votre arrivée à l'OEB, vous avez beaucoup œuvré pour le brevet unique européen, un projet vieux de 30 ans. À quoi va servir ce brevet et quel est son avenir aujourd'hui ? Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que le brevet unitaire, ce sera un brevet européen, délivré par l'Office européen des brevets, mais qui a comme caractéristique d'être valable automatiquement dans l'ensemble des pays, en l'occurrence 26 pays de l'Union européenne, qui ont décidé de l'adopter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les brevets sont... Vous recevez des brevets européens, mais chaque juridiction, chaque pays... on ne peut pas déposer un brevet sur l'ensemble de l'Europe. Il faut après les faire valoir au niveau des pays. Absolument. L'OEB a été créé il y a une quarantaine d'années. À l'époque, il y avait 6 États membres. Maintenant, nous sommes 38. Une grande Europe qui va de l'Islande à la Turquie, de la Finlande au Portugal. Mais on est resté à mi-chemin. On délivre un brevet de manière centralisée, qui est valable théoriquement dans l'ensemble de ces pays. Mais ensuite, il faut valider ce brevet dans chaque État où on veut être protégé, et cette validation a comme effet de le transformer en un brevet national. Et donc, en cas de contentieux, vous aurez autant de contentieux que de juridictions nationales. Donc le brevet unitaire supprime cette formalité de validation. Le brevet est automatiquement valable dans les 26 pays qui constituent ce projet de brevet unitaire. Et donc, il y a 2 conséquences majeures. La première, c'est une simplification considérable du processus. Vous n'avez plus à gérer 26 brevets nationaux pour être protégés dans l'Union européenne. Et deuxièmement, et le résultat de cette simplification, une baisse des coûts considérable pour les entreprises, pour le titulaire du brevet, qui est estimé de l'ordre de 70% par rapport au coût actuel de protection dans ces différents pays. Mais la question, c'est, le projet, vous le disiez, il dure depuis plus de 30 ans, il était sur le point d'aboutir, on annonçait qu'il serait prêt en 2017, et le Brexit est venu perturber tout ça parce que la Grande-Bretagne était partie prenante dans ce processus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, on a eu une très bonne nouvelle cette semaine, puisque le gouvernement britannique a officiellement annoncé son intention de ratifier le traité qui crée ce brevet unitaire. Parce que, au brevet unitaire, il faut ensuite une juridiction compétente pour gérer les litiges liés au brevet. Et donc, c'est une juridiction supranationale qui va s'appeler la juridiction unifiée des brevets. Cette juridiction, elle est créée par un traité parce qu'il s'agit de transférer des compétences nationales à un niveau supranational. D'ailleurs, je le souligne en passant, c'est la première fois qu'on aura une juridiction supranationale en Europe compétente pour traiter de litiges entre particuliers. Donc c'est une vraie innovation, c'est un vrai progrès en matière européenne. Alors la Grande-Bretagne a ratifié ce processus-là. Il fallait, je crois, que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, différents pays le ratifient. Voilà. Alors, il y a 26 pays ont signé ce traité, il y a maintenant 2 ans et quelques, et pour qu'il puisse être mis en œuvre, il faut qu'il soit ratifié par chacun des parlements nationaux. Il faut 13 ratifications au minimum, dont celle des 3 principaux pays en termes de brevets, Allemagne, France et Grande-Bretagne. D'où, effectivement, la Grande-Bretagne n'ayant pas ratifié avant le Brexit, avant le référendum, se posait la question de savoir ce qu'il se passe. Tant qu'ils sont membres de l'Union européenne, ce qui est le cas à l'heure actuelle, ils ont vocation à ratifier ce traité et le brevet unitaire a vocation à être mis en œuvre. C'est quand même bizarre comme situation, c'est inédit. Le Brexit est inédit en soi, mais la situation où un pays va ratifier un accord européen qui rentrera en vigueur quand il ne sera plus dans l'Europe et pose quelques questions. Non, parce qu'en fait, il va entrer en vigueur dès l'année prochaine, puisque maintenant ils ont décidé de le ratifier et l'Allemagne va ratifier aussi. Donc, à ce moment-là, la Grande-Bretagne continuera à faire partie du marché intérieur, continuera à respecter l'ensemble des règles de l'Union européenne, puisqu'elle continuera à être formellement membre de l'Union européenne. Ce n'est qu'à la fin des négociations du Brexit que la Grande-Bretagne quittera formellement l'Union européenne. Donc pour le brevet unitaire, on l'aura
Il rentrera en vigueur en 2017. Il rentrera en vigueur en 2017 et il va faire partie de l'ensemble des négociations liées au marché intérieur. Et là, quel sera le type d'accord qui sera trouvé entre Londres et l'Union européenne? Je n'en sais rien, personne n'en sait rien, les discussions n'ont pas encore commencé. Mais lui, le brevet unitaire, il fera partie de l'acquis en quelque sorte communautaire, parce que maintenant, les derniers obstacles sont levés et nous aurons ce brevet unitaire en Europe en 2017. Le mois dernier, l'OEB a copublié une étude sur l'impact de la propriété industrielle en Europe, et notamment l'impact économique, le poids économique des brevets dans notre économie. Quels sont les principaux enseignements de cette étude? Oui, alors c'est une étude conjointe avec l'Union européenne, parce que nous cherchons dans cette étude à quantifier l'impact économique des brevets sur... C'est important, mais on ne sait pas forcément l'influence. Et en plus, il faut un raisonnement assez long et compliqué, innovation, compétitivité, développement, etc. Donc là, on cherche à prendre les grands indicateurs macroéconomiques, le PIB, le taux d'emploi, etc., et de voir quel est l'apport de la propriété intellectuelle. Donc l'ensemble, que ce soit les brevets, les marques, les dessins et modèles, les indications géographiques et les copyrights aussi. Alors en quelques chiffres, cet apport, quel est-il? Alors on a donc étudié l'ensemble des secteurs industriels et on a distingué ceux qui utilisent de manière intensive la propriété intellectuelle, c'est-à-dire plus que la moyenne, et ceux qui l'utilisent moins. Et donc on voit que ces secteurs qui utilisent de manière intensive la propriété intellectuelle, eh bien ils génèrent 42% du PIB européen. D'accord. Ils génèrent 38% de l'emploi en Europe. Et ils représentent 90% à peu près des importations et des exportations. Donc on a pour la première fois des indications quantitatives qui montrent l'impact économique positif de ces secteurs. Dernière indication, qui est aussi très importante, les salaires moyens versés dans ces secteurs sont 46% supérieurs aux salaires moyens dans les autres secteurs. Et quand vous isolez les brevets par rapport à l'ensemble de la propriété intellectuelle, cette augmentation, cette moyenne est de 69% par rapport aux autres salaires. Donc c'est générateur d'emplois et d'emplois très qualifiés et très bien rémunérés. Ça veut dire qu'on crée de la valeur. Et que ce sont donc des activités qui créent de la valeur et donc qui permettent de rémunérer ces créateurs de valeur. Donc voilà quelques indications qui permettent maintenant, je dirais, à l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi des acteurs politiques, de pouvoir illustrer de manière simple et de manière, je crois, très, très forte, très convaincante, l'impact positif des brevets et de la propriété intellectuelle pour l'économie européenne. Sur la scène mondiale des brevets, l'Europe se situe où aujourd'hui? On parle beaucoup de la montée de la Chine, on cite souvent les États-Unis en exemple. Où se situe l'Europe aujourd'hui, si on prend ces trois grands blocs, grosso modo? Absolument. Alors, l'Europe se situe à une place tout à fait éminente. Deux chiffres l'indiquent. On vient de donner le dernier chiffre là pour l'année dernière, une augmentation de l'ordre de 8% de l'ensemble des demandes de brevets et une augmentation de plus de 18% pour la Chine. Mais ça nous place où par rapport à... Mais nous, l'Europe, nous sommes en deuxième position en ce qui concerne la progression des demandes de brevets. Ça, c'est la demande. Et nous sommes, en termes quantitatifs absolus, au 4e rang mondial. C'est-à-dire le rang quantitatif absolu, ça veut dire... C'est-à-dire le nombre de brevets déposés... le podium se décompose comment? Eh bien, vous avez la Chine avec plus d'1 million de brevets, vous avez les États-Unis avec à peu près 500 000 brevets, vous avez le Japon avec 300 000 demandes, et vous avez l'Europe avec 170 000 demandes, mais il faudrait ajouter à ça, c'est pour ça que ces statistiques sont compliquées, les demandes dans chaque pays européen, qui sont différentes des demandes au niveau européen. Bref, on est à peu près au niveau des États-Unis en valeur absolue. On a cette année une progression plus forte que les États-Unis, plus 4,8%. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et je termine là-dessus sur ce point, c'est que si on analyse les demandes de brevets un peu comme une balance commerciale, on voit que l'Europe exporte plus de brevets et de demandes de brevets à l'extérieur qu'elle n'en importe. Que ce soit vis-à-vis des États-Unis, ou que ce soit vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la Chine, ou de la Corée. Donc ça veut dire que nous sommes un marché innovateur
et nous sommes un marché excédentaire en la matière. On parle souvent des brevets chinois ou des brevets américains qui vont nous envahir, etc. Non. C'est des dépôts, nous on confond avons souvent les dépôts et ceux qui se vendent réellement. Non, c'est la différence, c'est que les entreprises installées en Europe déposent plus de demandes de brevets aux États-Unis, par exemple, que les entreprises installées aux États-Unis ne déposent de demandes de brevets en Europe. Et la même chose dans le sens Japon, pour les grandes régions. Donc, moi, je pense que ceci veut dire que nous sommes un peu une espèce de hub de l'innovation au niveau mondial et que nous avons une capacité d'innovation qui est excédentaire, qui est supérieure à la moyenne. Merci beaucoup, Benoît Battistelli. Merci à vous.